Bernard Tapie n'a pas trompé la France une seule fois. Il l'a trompée pendant 30 ans, et la France, le sachant, a continué d'applaudir. Il va mourir en martyr. Un homme accusé d'avoir truqué un match, vidé des dizaines d'entreprises et soustrait à l'État français 403 millions d'euros, terminera ses jours célébrés à la télévision nationale, pleuré comme un héros populaire. Et pour comprendre comment cela fut possible, il faut remonter jusqu'au jour exact où un tribunal lui a restitué, par erreur, une fortune qui ne lui avait jamais appartenu. J'ai passé des semaines à éplucher des dossiers judiciaires, des comptes rendus du Sénat et les archives de l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais pour reconstituer cette histoire. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement le destin d'un homme, c'est la question de savoir comment l'État français, ses banques et ses juges ont protégé pendant des décennies un escroc qui se faisait passer pour un sauveur. Tout le monde croit que Bernard Tapie fut un entrepreneur brillant, que le système a fini par détruire injustement. Mais la vérité est exactement l'inverse. C'est le système qui l'a protégé, financé et pardonné, encore et encore, pendant 30 ans. Le 26 janvier 1943, Paris est occupé par l'armée allemande, satisfaction de quelques artistes malveillants qui ont dit « dans un hôpital du 20e arrondissement, naît un garçon je me suis dit qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas fait. Il a fallu bien chercher pour le trouver. Ajusteur Vous n'avez encore jamais joué la comédie en dehors de votre bureau et des conseils d'administration. À la dignité du travail bien fait. Oui, tandis que là, est aide-soignante. Personne dans cette famille n'a jamais eu d'argent de trop. Personne ne s'attend non plus à en avoir un jour. La famille s'installe rapidement au Bourget, en plein département 93, cette ceinture industrielle au nord de Paris. Des barres d'habitation sociale, des usines, le bruit constant des avions qui décollent de l'aéroport voisin. Bernard grandit avec ses deux frères, entre des parties de football improvisées sur des terrains vagues et la routine immuable d'un foyer ouvrier. Le père qui rentre fatigué, couvert de cambouis, la mère qui compte chaque franc du salaire familial pour qu'il tienne jusqu'à la fin du mois. Mais il y a chez Bernard quelque chose qui ne cadre pas avec ce décor. Il observe son père rentrer chaque soir, voir la même lassitude sur son visage, entendre la même résignation dans sa voix, et il ressent quelque chose qui ressemble au rejet. Ce n'est pas de la honte, c'est autre chose de plus tranchant, la certitude, encore sans mots, qu'il ne Vampires streak the sky as Paris turns out for its biggest air show. It's a demonstration to show that France is regaining her place in aero design. And here's Lemmy Stare. Over in England, the Centurion tank puts on a show for representatives of foreign nations to show that we're doing very nicely with tanks. Le voir avec un métier dans les mains que par véritable vocation. La théorie l'ennuie autant que l'usine de son père. Il a besoin d'argent et il a besoin de résultats immédiats. Alors il enchaîne les petits boulots pendant ses études, jusqu'à finalement quitter l'école sans la terminer. Il préfère le terrain. Il préfère convaincre une personne face à face plutôt que résoudre une équation au tableau. Vient ensuite le service militaire. Et c'est là, dans une caserne, que se produit quelque chose qui va changer pour toujours sa façon de comprendre le monde. Tapie découvre que la hiérarchie n'est pas un destin figé, écrit à la naissance. Il découvre qu'un soldat avec du bagou, avec de l'audace, avec suffisamment d'absence de peur face à l'autorité, peut grimper en grade plus vite que d'autres mieux formés. Le statut, comprend-il alors, ne s'hérite pas. Il se conquiert avec la bonne attitude face à la bonne personne au bon moment. Il sort de l'armée avec cette certitude gravée au fer rouge et il commence à bouger. En 1964, il décroche un poste de vendeur à domicile de téléviseurs. Il est bon, mieux que bon. Il vend plus que n'importe quel autre vendeur de l'entreprise, maison après maison, semaine après semaine. Mais il y a un problème, le même qui le suivra toute sa vie. Il ne supporte pas qu'on lui dicte sa manière de travailler. Il se dispute avec son patron. Il se heurte, encore et encore, à toute forme d'autorité qui n'émane pas de lui-même. Jusqu'au jour où il claque la porte et décide que, s'il doit obéir à quelqu'un, ce sera à lui-même. Il ouvre son propre magasin d'électroménager, près de la gare de l'Est, à Paris. C'est 1967. Pour la première fois, il est son propre patron. Mais le commerce échoue, peu de temps après. Et voici la première leçon que Tapie va apprendre et qu'il répétera tout au long de sa carrière. L'échec n'est pas une fin. C'est simplement une information à digérer rapidement avant de retenter, avec une autre formule, ailleurs. Été 1969, Cannes. Le soleil tombe à plomb sur une propriété face à la mer, appartenant à un homme nommé Marcel Loichaud, ingénieur, polytechnicien,
ancien conseiller du général de Gaulle. Loïchaud, déjà sexagénaire, parcourt la presse du matin lorsque son assistante annonce une visite. Entre un jeune homme au visage carré, aux cheveux bruns, la mèche soigneusement coiffée sur le côté. Tapie s'avance jusqu'à Loïchaud, s'arrête un instant, le temps exact de jauger son interlocuteur, et s'assoit. Loïchaud l'observe, et en quelques secondes comprend ce que peu d'hommes de sa génération comprennent aussi vite. Il a en face de lui son poulain. Ensemble, ils fondent le Club Bleu, une structure de consommateurs liée au comité d'entreprise. Ce n'est pas une affaire spectaculaire, mais c'est exactement le tremplin dont Tapie avait besoin. Son premier vrai contact avec le monde de la finance, des montages de sociétés, de la façon de faire circuler de l'argent entre entreprises en toute légalité, et, comme il le découvrira plus tard, de la façon de le faire circuler aux limites de cette légalité, sans que personne ne s'en aperçoive. À partir de là, tout s'accélère. Consultant dans un cabinet de conseil en 1972, fondateur, en 1975, d'une société de téléassistance médicale qui finira par fermer quelques années plus tard. Et à la fin de la décennie, alors que la France s'enfonce dans une crise économique qui détruit des emplois industriels à un rythme jamais vu, Tapie trouve enfin le créneau exact qui va le rendre célèbre dans tout le pays, racheter des entreprises en faillite, les unes après les autres, et se présenter devant l'opinion publique comme le seul homme prêt à sauver ce que personne d'autre n'osait toucher. Mais tout ce que Tapie construit ces années-là ne repose pas sur des fondations solides. Cela repose sur un récit soigneusement construit, répété, poli devant chaque caméra qu'on plaçait devant lui. Et ce récit est sur le point de faire de lui, en moins d'une décennie, l'homme le plus puissant du monde des affaires français. Le procédé se répétait avec une précision presque chirurgicale, et Tapie l'a perfectionné jusqu'à en faire sa signature personnelle, une sorte de manuel non écrit qu'il appliquait toujours dans le même ordre. Il repérait une entreprise endettée, presque toujours au bord de la liquidation judiciaire, avec des salariés qui avaient déjà cessé de croire en leur avenir. Il négociait son rachat pour une somme symbolique, dans plusieurs cas, littéralement, pour 1 franc, en reprenant en échange les dettes accumulées. Une fois à l'intérieur, il licenciait une partie du personnel, vendait les actifs qui ne généraient pas de bénéfices immédiats, renégociait avec les banques et les fournisseurs, jusqu'à ce que les chiffres, du moins sur le papier, redeviennent cohérents. Et alors, au moment exact où l'entreprise semblait stabilisée, il la revendait. Il empochait la différence. Imaginons une salle de réunion quelconque, à un moment de 1980. Un groupe de dirigeants, le visage tendu, attend l'homme qu'on dit capable de les sauver. Tapie entre sans cravate, sans mallette, parlant avant même de s'asseoir. Il ne demande pas les chiffres du bilan. Il demande le moral du personnel, l'image de marque, ce que la presse dirait de lui s'il parvenait à relever cette entreprise depuis le néant. Pour Tapie, chaque négociation était, avant tout, une mise en scène. Et il arrivait toujours avec le scénario déjà écrit dans la tête. Wonder, l'historique fabricant de piles qui, pendant des générations, avait été synonyme, en France, d'électricité domestique. Terraillon, le fabricant de balances. Look, le spécialiste des composants de cyclisme de compétition. La Vie Claire, la chaîne d'alimentation biologique qui finira même par sponsoriser sa propre équipe cycliste professionnelle, avec Bernard Hinault lui-même portant ses couleurs sur le Tour de France. Les unes après les autres, les entreprises passaient entre ses mains. Et les unes après les autres, la presse répétait, presque sans variation, le même titre. Tapie, l'homme qui sauve ce que personne d'autre n'ose toucher. Mais ceux qui travaillaient dans ces usines racontaient une autre histoire, celle d'effectifs réduits de moitié en quelques mois, celle de promesses de relance qui s'évaporaient dès que la vente était signée. Des ouvriers de Wonder qui, des années plus tard, se souviendraient de machines restées allumées la dernière semaine avant l'arrivée des nouveaux acquéreurs, tandis que les rumeurs de licenciements massifs circulaient déjà dans les couloirs sans que personne, à la direction, ne les confirme ni ne les démente. Celle d'un entrepreneur qui entrait en se présentant comme sauveur et ressortait, des semaines plus tard, considérablement plus riche, laissant derrière lui une entreprise plus petite, plus fragile, et dans plusieurs cas, vouée de toute façon à fermer quelques années plus tard. La France pourtant ne voulait pas entendre cette seconde version. Elle voulait un héros. Et Tapie, avec un instinct médiatique que peu d'entrepreneurs de sa génération possédaient, savait exactement comment le lui donner. En 1984, les grands médias français le nomment homme de l'année. 2 ans plus tard, convaincu que la télévision est le décor idéal pour consolider définitivement son mythe, il lance sur TF1 sa propre émission,
Ambition, dans laquelle il accompagne de jeunes entrepreneurs sans diplôme, mais déterminés dans le lancement de leur propre affaire. Le message, répété semaine après semaine devant des millions de téléspectateurs, est simple et redoutablement efficace. N'importe qui peut réussir, sans diplôme, sans nom de famille, sans fortune héritée, s'il a le courage d'essayer. La même année, il publie Gagner, un livre qui devient immédiatement un best-seller, truffé de phrases pensées pour rester gravé dans la mémoire collective. Personne n'a le droit d'échouer, répétait-il dans ses interviews promotionnelles, avec ce demi-sourire qui faisait déjà partie de son image publique. La France, installée en pleine vague d'optimisme néolibéral, trouve en Bernard Tapie exactement ce dont elle a besoin à ce moment-là, la preuve vivante que le système récompense encore l'effort individuel par-delà l'origine sociale. Mais le coup qui allait le propulser dans une autre dimension, celui qui allait faire de lui une figure véritablement internationale, n'était pas encore arrivé. Il arrive en 1990, lorsque Bernard Tapie prend le contrôle d'Adidas. Le géant allemand de l'équipement sportif traverse alors sa pire période depuis des décennies. Nike lui grignote des parts de marché année après année, et ses usines installées en Allemagne, avec des coûts de production de moins en moins compétitifs face à l'Asie, accumulent des pertes qui semblent déjà insurmontables. Lorsque Tapie arrive pour la première fois au siège de la marque, à Herzogenaurach, les dirigeants allemands, habitués à un style de gestion méthodique et conservateur, se retrouvent face à quelque chose de totalement différent. Un Français qui parle fort, qui interrompt les présentations, qui promet des résultats en quelques semaines, là où eux planifient sur des années. Certains y voient une menace pour la culture de l'entreprise, d'autres, simplement, la seule issue possible. Tapie applique sa formule habituelle, mais à une échelle qu'il n'avait jamais gérée auparavant. Délocalisation massive de la production vers l'Asie, nouveaux canaux de vente, un logo renouvelé que le monde entier reconnaît encore aujourd'hui sans savoir, dans bien des cas, qu'il est passé entre ses mains. Dès 1993, Adidas redevient bénéficiaire. Et alors il fait ce qu'il faisait toujours lorsqu'une entreprise redevenait rentable. Il se met en quête d'un acheteur. Mais cette vente, contrairement à toutes les précédentes, ne sera pas gérée par n'importe quel intermédiaire. Cette fois, l'opération passera par une filiale du Crédit Lyonnais, banque propriété de l'État français. Et cette décision, apparemment anodine à l'époque, va ouvrir un litige qui mettra près de 20 ans à se refermer et qui finira par révéler, couche après couche, jusqu'où s'étendait la véritable influence de Bernard Tapie au sein même de l'appareil d'État qu'il prétendait combattre. 1987. François Mitterrand, président de la République, a besoin de renouveler de toute urgence l'image de la gauche française à l'approche de la présidentielle de l'année suivante. Il cherche des visages nouveaux, étrangers à l'appareil traditionnel du Parti socialiste, capables de toucher une France qui ne se reconnaît plus dans le langage compassé de la politique classique. On lui parle de Bernard Tapie. Mitterrand le reçoit à l'Élysée, l'écoute parler, direct, sans détour, sans la prudence apprise de celui qui fait de la politique depuis toujours, et comprend immédiatement le potentiel qu'il a en face de lui. Selon des proches présents lors de rencontres ultérieures entre les deux hommes, Mitterrand, l'aristocrate de province devenu président, éprouvait envers Tapie un mélange de fascination et de méfiance qu'il ne résoudra jamais tout à fait. Il y voyait un outil politique redoutablement efficace, mais aussi, confiera-t-il plus tard à son entourage, un homme capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait. Le président ne gagne pas seulement, ce jour-là, un allié populaire, il gagne aussi un problème qui mettra des années à éclater, et qui, lorsqu'il éclatera, éclaboussera la présidence elle-même. Tapie est élu député de l'Assemblée nationale dans les Bouches-du-Rhône en 1989, en remplacement du professeur Jean-Claude Sherman. 3 ans plus tard, en 1992, il prend le poste de ministre de la Ville, fonction qu'il occupera en 2 périodes distinctes, séparées de quelques mois seulement, sous le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Sa nomination provoque un séisme interne au sein même du gouvernement. Plusieurs ministres jugent inacceptable qu'un entrepreneur sous le coup de soupçons permanents de pratiques douteuses occupe une fonction publique. Mais Mitterrand, convaincu que Tapie peut attirer des voix là où personne d'autre n'y parvient, insiste et la nomination se confirme. C'est précisément dans cette fonction, en tant que ministre de la République française, qu'il décide de vendre Adidas, pour éviter, explique-t-il publiquement devant les caméras, tout conflit d'intérêts entre son portefeuille ministériel et ses affaires privées, comme l'exigeait Mitterrand lui-même. Sur le papier, cela ressemble à un geste de responsabilité institutionnelle exemplaire. En pratique,
Cette même vente, exécutée sous pression de temps et sous le parapluie d'une banque publique, sera l'origine exacte de la fraude qui poursuivra Tapie jusqu'à son dernier jour. La même année, 1992, Tapie mène une liste de gauche baptisée Énergie Sud aux élections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il partage sa candidature avec la ministre socialiste Elisabeth Guigou et affronte ouvertement le chef de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, dans l'un des affrontements politiques les plus médiatisés de cette campagne. Dans les meetings, Tapie ne recourt pas à des discours préparés par des conseillers. Il monte sur scène, retire sa veste et parle pendant de longues minutes sans notes, regardant droit dans les yeux un public qui, pour beaucoup, ne s'était pas senti interpellé par un politique depuis des années. Sa façon de parler, directe, sans jargon, sans le langage calculé auquel la classe politique française avait habitué l'électorat pendant des décennies, touche des électeurs qui se sentaient ignorés par les partis traditionnels depuis longtemps. Il parle comme eux parlent dans les bars, dans les usines, dans les tribunes de football le dimanche après-midi. Et cela, en politique, vaut infiniment plus que n'importe quel programme électoral soigneusement rédigé par une équipe de conseillers. Mais pendant que Tapie accumule les fonctions, les voix et les unes de journaux, une ombre grandit en parallèle, presque sans que personne n'y prête suffisamment attention. Depuis 1986, Tapie est également président de l'Olympique de Marseille, le club de football le plus populaire du pays, celui qui remplit des stades entiers avec une ferveur que seul le football suscite en France. Sous sa présidence, le club recrute des stars internationales à coups de chéquier, sans que personne ne demande vraiment d'où sortait exactement l'argent, ni jusqu'à quel point les comptes du club étaient mêlés à ses affaires privées. Et cette même saison où il fait campagne comme le politique capable de tenir tête à l'extrême droite, son club est sur le point d'être au cœur du scandale sportif le plus grave de l'histoire récente de la France. L'homme qui se présente devant les Français comme la preuve vivante que le système peut encore être juste est sur le point de démontrer exactement le contraire, sur le terrain qu'il connaît le mieux de tous, celui du football qu'il contrôle, finance et, quand il le juge nécessaire, manipule sans scrupule. Mai 1993, Marseille entière retient son souffle. L'Olympique, propriété de Bernard Tapie depuis 7 ans, est à une semaine exacte de disputer la finale de la Ligue des Champions contre le tout-puissant AC Milan de Fabio Capello, l'équipe la plus redoutée d'Europe à cette époque. C'est l'occasion historique que la ville entière attend, devenir le premier club français à soulever le trophée le plus prestigieux du continent. Mais avant cela, il faut franchir une formalité en apparence mineure, un match de championnat contre Valenciennes, une équipe modeste, sans aucune ambition réelle cette saison-là, sans rien à gagner ni à perdre au classement. Dans les vestiaires de l'Olympique, les joueurs sentent déjà le poids de Munich avant même de fouler la pelouse face à Valenciennes. C'est le 20 mai. Le club tout entier respire en fonction d'un seul objectif, et ce match, en apparence anodin, est devenu la pièce la plus dangereuse du calendrier. La dernière occasion pour que quelque chose tourne mal avant le rendez-vous avec l'histoire. Tapie ne veut prendre aucun risque. Il ne veut pas de blessure de dernière minute. Il ne veut pas de carton rouge qui priverait ses meilleurs joueurs de la finale. Il ne veut aucun imprévu, si minime soit-il, qui puisse compromettre le moment qu'il poursuit depuis des années. Ainsi, comme cela sera démontré plus tard avec précision devant les tribunaux, l'intermédiaire du club, Jean-Pierre Bernès, contacte plusieurs joueurs de Valenciennes. Les sommes, les noms et la méthode de remise de l'argent, des enveloppes remplies de billets, dissimulées dans le jardin de la maison de l'un des footballeurs impliqués, Jacques Glassman, éclateront au grand jour des mois plus tard, pièce par pièce, comme un puzzle que personne au sein du club ne s'attendait à voir reconstitué avec une telle précision. L'Olympique remporte ce match sans encombre, 3-0, un résultat confortable, presque ennuyeux. Quelques jours plus tard, au stade olympique de Munich, il soulève la Coupe d'Europe, battant le Milan 1-0, grâce à une tête de Basile Boli à la 44e minute. La France entière fête cette nuit-là, comme elle n'avait pas fêté le football depuis des années. Tapie, debout sur la pelouse, lève vers le ciel le trophée le plus convoité du continent, devenant, l'espace de ces quelques heures, l'homme le plus aimé de tout le pays. Mais le trucage ne tarde pas à éclater au grand jour. Jacques Glassman, le joueur de Valenciennes à qui l'on avait demandé de perdre le match en échange d'argent, ne peut vivre avec le poids de ce qui s'est passé.
passé. Quelques semaines après la finale, il avoue tout à son épouse et ensemble, ils décident de dénoncer les faits devant la justice, conscients que cette décision les transformera du jour au lendemain en ennemis publics de tout un pays qui vient de couronner son héros. L'enquête qui suit confirme la combine de corruption jusqu'au moindre détail, avec nom, date et montants exacts. Les conséquences sont dévastatrices et, pour un club qui venait de toucher le ciel quelques jours plus tôt, profondément humiliante, l'Olympique perd le titre de champion national de cette même saison et sanctionné par une interdiction de disputer des compétitions internationales pendant une année entière, ce qui l'empêche même de jouer la Coupe intercontinentale contre Sao Paulo, le match qui aurait officiellement couronné sa saison parfaite, et descend administrativement en 2e division. Le seul titre que Tapie parvient à conserver, en raison d'une particularité du règlement européen de l'époque, est précisément la Coupe d'Europe. La preuve vivante, pendant des années, qu'on peut remporter le trophée le plus prestigieux du continent et dans le même temps, plonger son propre club dans la honte nationale la plus absolue. Tapie est condamné pour corruption. Glassman, l'homme qui a dit la vérité, passera des années à être insulté dans les rues de Marseille, désigné comme le traître qui a fait sombrer le club le plus aimé de la ville, tandis que l'homme qui avait organisé la corruption continuait d'être accueilli en idole à chacune de ses apparitions publiques. Et pourtant, et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre pour saisir tout ce qui viendra ensuite, une partie très significative de l'opinion publique française ne tourne pas le dos à Tapie. Pour des milliers de supporters marseillais, il reste l'homme qui a porté un club de province, méprisé pendant des années par le centralisme parisien, jusqu'au sommet absolu de l'Europe. Le scandale ne détruit pas son image, il la complique. Il fait de lui, à la fois, un héros et un suspect, un saint et un escroc. 2 étiquettes qui, à partir de ce moment, ne se sépareront plus jamais. Car l'affaire Valenciennes, aussi grave fût-elle, n'était qu'un galop d'essai de ce qui allait suivre. La véritable fraude, celle qui mobiliserait des centaines de millions d'euros et compromettrait directement les plus hauts niveaux de l'État français, se préparait encore, en silence, dans les bureaux d'une banque publique. Fin 1992, alors qu'il est ministre de la République, Bernard Tapie confie la vente d'Adidas à la Société de Banque Occidentale, filiale du Crédit Lyonnais, alors banque propriété de l'État français. L'opération se conclut en février 1993 pour 2,85 milliards de francs, environ 369 millions d'euros au taux de change de l'époque, un prix fixé par Tapie lui-même. Mais quelques mois après la conclusion de la vente, Adidas se revalorise de façon spectaculaire sous ses nouveaux propriétaires. Et Tapie, convaincu que le Crédit Lyonnais l'avait délibérément trompé, en vendant l'entreprise en dessous de sa valeur réelle pour s'approprier ensuite, via des sociétés interposées, la plus-value qui lui revenait, engage un litige qui durera près de 2 décennies, traversant gouvernement, président et ministre de tous bords politiques, survivant à chaque alternance, comme si la cause de Tapie était, en elle-même, une institution de l'État. Pendant des années, l'affaire avance par la voie judiciaire ordinaire sans se résoudre définitivement. Tribunal après tribunal, recours après recours, le dossier s'épaissit jusqu'à devenir l'un des litiges commerciaux les plus complexes jamais vus en France. Mais en 2008, le litige aboutit finalement devant un tribunal d'arbitrage privé, un mécanisme exceptionnel, en dehors de la justice ordinaire, censé en théorie résoudre les litiges commerciaux complexes plus rapidement et plus discrètement. L'un des 3 arbitres désignés, un ancien magistrat nommé Pierre Estoupe, entretient des liens étroits et non déclarés avec l'avocat historique de Tapie, Maurice Lantourne. Des courriers saisis des années plus tard, lors de perquisitions ordonnées par la justice, démontreront que les 2 hommes étaient en relation bien avant même la décision de nommer ce tribunal arbitral. Une correspondance qui évoquait des services passés, des dîners partagés, une proximité qu'aucun arbitre impartial ne devrait jamais entretenir avec la partie qu'il est censé juger. Le 7 juillet 2008, ce tribunal tranche en faveur de Bernard Tapie. Il lui accorde 403 millions d'euros, 243 millions au titre du préjudice matériel, 115 millions d'intérêts accumulés et 45 millions supplémentaires au titre du préjudice moral. Une somme astronomique, sortie directement des caisses liées à l'État français, vers la poche d'un seul homme qui la réclamait depuis 15 ans. L'accord est validé par la ministre de l'économie de l'époque,
Christine Lagarde. Des années plus tard, la presse française se procure une lettre que Lagarde avait adressée au président Nicolas Sarkozy, dans laquelle elle se mettait pratiquement à son entière disposition politique, sans réserve, sans condition. « Utilise-moi pendant le temps qui te convient, et qui convient à ton action et à ta distribution des rôles », écrivait la ministre, dans une phrase qui serait citée des années plus tard, dans chaque article consacré à l'affaire, comme preuve de la mesure dans laquelle la loyauté personnelle pesait davantage que l'indépendance technique qu'exigeait sa fonction. Pendant des années, des journalistes d'investigation, des juges d'instruction et des parlementaires de l'opposition soupçonnent que cet arbitrage avait été orchestré de bout en bout pour avantager un homme disposant exactement des connexions politiques nécessaires au moment exact où il en avait besoin. Mais soupçonner ne suffisait pas pour accuser. Il a fallu perquisitionner des domiciles, parmi eux, ceux des arbitres eux-mêmes, celui de Tapie, celui de Christine Lagarde et celui de son ancien directeur de cabinet, Stéphane Richard, interceptés de la correspondance privée entre l'arbitre et l'avocat et interrogés pendant des heures chacun des protagonistes pour reconstituer patiemment des années entières de communication et démontrer finalement ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps sans pouvoir le prouver, que cette décision de 403 millions d'euros n'était pas de la justice. C'était une escroquerie organisée, conçue avec un soin presque artisanal pour paraître, aux yeux du monde entier, parfaitement légitime. En 2015, la sentence commence enfin à s'effondrer. Le 17 février, la Cour d'appel de Paris annule entièrement la sentence arbitrale de 2008. Le 3 décembre de la même année, elle condamne Tapie et son épouse à rembourser les 404 millions d'euros perçus 7 ans plus tôt, intérêts compris. En parallèle, ce même mois de janvier, la justice valide la mise en examen pour escroquerie en bande organisée de Tapie, de l'arbitre Pierre Estou et de l'avocat Maurice Lantourne, ouvrant officiellement la voie pénale qui poursuivra les 3 hommes pendant les 6 années suivantes. L'État français, par l'intermédiaire de l'une de ses banques publiques et de l'une de ses ministres les plus puissantes, avait remis 403 millions d'euros de l'argent de tous les contribuables français à un homme qui avait bâti sa fortune pendant 30 ans sur exactement la même formule, se présenter devant l'opinion publique comme victime du système, tandis que ce même système, dans l'ombre, continuait de le protéger, de le financer et, quand il le fallait, de lui pardonner sans condition. La procédure pénale liée à l'arbitrage frauduleux avance avec une extrême lenteur pendant des années, accumulant interrogatoires interminables, recours et reports successifs. En juillet 2019, en première instance, Bernard Tapie est acquitté des charges d'escroquerie en bande organisée. Le parquet, cependant, fait immédiatement appel et l'affaire poursuit son cours, désormais en appel, sans que personne ne sache encore quelle sera l'issue finale. Tapie ne la connaîtra jamais. En octobre 2021, il meurt à son domicile parisien, des suites d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, après une maladie qu'il avait lui-même rendue publique quelques mois plus tôt, quelques jours après que sa propre fille, Sophie, en eut confirmé la gravité auprès des médias. Il a 78 ans. Avec sa mort, l'action pénale engagée contre lui s'éteint automatiquement, laissant à jamais sans réponse, du moins en ce qui le concerne personnellement, la question que la France entière se posait depuis des années. Avait-il, réellement, été coupable? À peine un mois après ses obsèques, en novembre 2021, la Cour d'appel rend bien son verdict contre le reste des protagonistes encore en vie. L'arbitre Pierre Estou est condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie. L'avocat Maurice Lantourne à 3 ans, dont un ferme, ainsi qu'une lourde amende et une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Stéphane Richard, qui à l'époque des faits était directeur de cabinet de Christine Lagarde et qui deviendra plus tard président d'Orange, l'un des plus grands groupes de télécommunications de France, est condamné pour complicité de détournement de fonds publics. La Cour conclut, sans aucune ambiguïté, que cet arbitrage avait été frauduleux de bout en bout, délibérément orienté en faveur des intérêts d'un seul homme. Mais Bernard Tapie n'est plus là pour l'entendre. Dans les années qui séparent le scandale de l'Olympique de Marseille de sa maladie finale, Tapie ne cesse jamais de se réinventer, comme si chaque chute n'était, simplement, que le prélude nécessaire à un nouveau départ. Il passe plusieurs mois en prison, condamné dans d'autres procédures liées à sa gestion d'entreprise et de clubs sportifs. Il en sort et recommence, exactement comme il l'avait fait après l'échec de son premier magasin d'électroménager, des décennies plus tôt. Il tente sa chance comme acteur de cinéma, allant jusqu'à être nommé pour un César, pour son rôle principal dans Identité sanglante. Il réapparaît à la télévision, à la radio, sur n'importe quel plateau prêt à l'accueillir, toujours avec ce même charisme intact
qui l'avait rendu célèbre 4 décennies plus tôt, comme si le temps et les scandales ne lui avaient pas retiré le moindre gramme de l'énergie qui le définissait depuis sa jeunesse. Il ne demande jamais clairement pardon pour rien de ce qui s'est passé. Il n'en a, en réalité, jamais vraiment besoin. La France, encore et encore, semble disposée à lui pardonner malgré tout, sans même qu'il ait à le demander explicitement. Lorsque sa maladie est annoncée, dans les mois précédant sa mort, une grande partie du pays, y compris nombre de ceux qui l'avaient ouvertement critiqué pendant des années à cause de l'affaire de l'arbitrage, réagit avec une compassion presque unanime. Et lorsqu'il meurt finalement, les hommages affluent de tous les bords de l'échiquier politique. Des dirigeants de gauche et de droite qui s'étaient affrontés pendant des décennies, des footballeurs qui avaient joué sous ses ordres dans cet Olympique légendaire, des journalistes qui avaient passé des années à enquêter minutieusement sur ses opérations financières, et des milliers de citoyens anonymes qui ne se souvenaient que de l'homme de l'Olympique de Marseille champion d'Europe, du fils d'ouvrier qui s'était fait tout seul, parti de rien, qui parlait comme eux parlaient chez eux. Presque personne, dans ces hommages, ne mentionne les 403 millions d'euros. Presque personne ne se souvient qu'un tribunal avait déclaré frauduleuse, sans nuance ni circonstance atténuante, la décision qui lui avait octroyé cette fortune tirée de l'argent public. La France, une fois de plus, et comme elle l'avait fait pendant 30 années ininterrompues, choisit de ne retenir que le mythe et d'enterrer l'escroc avec lui, dans la même tombe, sous les mêmes fleurs. Il existe une autre histoire, tout aussi dérangeante, que la France a également préféré simplifier en un seul mot. Celle d'une femme dont la mort fut réduite pendant des années à un drame passionnel, presque romantique, presque acceptable. Ce qui s'est réellement passé entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat est bien plus sombre que ce que le récit public a voulu raconter pendant tout ce temps. Et c'est cette histoire qui arrive maintenant.